Bonjour, moi je m'appelle Étienne Chouard. Je me bagarre depuis 13 ans, 2004-2005, pour une démocratie digne de ce nom. En fait, la bagarre est partie du traité, du débat en France sur le traité anticonstitutionnel en 2005. Et depuis, j'essaye d'imaginer les institutions qui nous protégeraient contre les abus de pouvoir. Et il m'est très vite apparu, en fait, dès le printemps 2005, que si on avait une aussi mauvaise constitution européenne, c'est parce qu'on n'avait pas été foutu de l'écrire nous-mêmes, qu'on avait laissé écrire cette constitution par les politiciens, les hommes de parti, les professionnels de la politique, et que, comme une constitution, normalement, ça sert à protéger les humains, le corps social, contre les pouvoirs, quels qu'ils soient, gauche, droite, peu importe, enfin justement contre les politiciens. C'est complètement idiot de laisser écrire ce texte qui devrait nous protéger contre eux, par eux, quoi. Je veux dire, c'est évident qu'ils écrivent des fausses garanties. Et donc, dans l'ensemble des réflexions, l'ensemble des outils sur lesquels on a réfléchi depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, je fais des ateliers constituants avec les gens, donc je parcours le pays pour essayer d'inciter mes congénères humains à s'occuper eux-mêmes de leurs affaires et écrire eux-mêmes la Constitution, leur montrer que c'est pas si compliqué, qu'il faut surtout que dès qu'on s'en occupe, on se transforme, on devient un adulte politique au lieu d'être un électeur enfant qui réclame un peu moins d'impôts, s'il vous plaît, un peu moins de taxes, un peu plus de salaire minimum, s'il vous plaît, un peu moins de fraude fiscale, au lieu de réclamer à des maîtres cruels dans une situation d'impuissance totale comme des enfants. Quand on devient constituant, quand on s'entraîne en faisant des ateliers constituants, on s'y met concrètement, on se transforme en adulte. Et parmi les outils sur lesquels on travaille, bien sûr, il y a le référendum d'initiative populaire, qui n'est pas à lui tout seul la démocratie, parce que la démocratie, ça devrait être des citoyens qui votent toutes leurs lois. Mais bon, dans un très grand pays, ça paraît compliqué que les citoyens votent toutes les lois. Et donc, on va avoir besoin de représentants, probablement, encore que ça puisse se discuter. Je n'impose rien, hein. Tout ça se discute justement dans les ateliers constituants. Mais si on décide d'avoir des représentants, il faut que nous décidions comment on les désigne, comment on les contrôle, comment on les punit, quand ils ne servent pas le bien commun. Et c'est dans un système représentatif, donc comme le nôtre, que le référendum d'initiative populaire laisse la main, laisse l'initiative au peuple, c'est-à-dire en fait est l'outil central de la souveraineté. C'est donc un outil, à mon avis, tout à fait décisif et très simple d'accès. Dans les ateliers constituants, je commence très souvent, les premiers ateliers, on les fait souvent sur le référendum d'initiative populaire parce que les gens comprennent très vite. Ils comprennent très vite il suffit d'expliquer la situation actuelle dans laquelle on peut très facilement démontrer, on a des exemples à l'appel, que nous n'avons aucune initiative et que c'est celui qui a l'initiative qui a le pouvoir. Tout le monde comprend que si nous avions l'initiative, nous prendrions bien d'autres décisions que celles qui sont prises par les professionnels de la politique. Donc tout le monde comprend vite, c'est facile à argumenter, c'est donc une première marche vers le fait de se transformer en citoyen constituant, qui est tout à fait accessible à tout le monde. Or, qu'est-ce que je vois? Excusez-moi, je suis trop long. Qu'est-ce que je vois depuis quelques semaines? Un truc incroyable. Moi qui suis là-dessus depuis 13 ans, 14 ans, je vois ce que je prédis, mais je ne pensais pas avoir ça de mon vivant. Je vois des citoyens qui, de façon totalement autonome, qui se méfient des partis, comme moi, qui ne veulent plus entendre parler de professionnels de la politique comme moi, qui sont prêts à se réunir gauche, droite, centre ou complètement abstentionnistes, quelles que soient leurs opinions politiques comme moi, et qui, en plus, là, sont déjà en train d'abandonner, pour certains, mais plein, c'est fou. Quand je vais les voir sur les péages et sur les ronds-points, ils sont déjà en train de prendre de la hauteur par rapport à ce qui superficiellement, mais très douloureusement, les a amenés là, c'est-à-dire trop d'impôts, pas assez de salaire, du mal à vivre. Mais ils sont déjà en train de s'apercevoir que c'est en surface, ça fait mal, mais qu'en fait, les causes sont ailleurs, et ils sont déjà en train de réfléchir au référendum d'initiative citoyenne. Dans mon esprit, ils sont déjà en train, ils sont sur le chemin, ils vont devenir constituants. C'est-à-dire qu'ils commencent à bosser sur le RIC,
ils vont devenir. C'est sûr que s'ils se mettent à réfléchir à ce niveau-là, ils ont quitté le niveau législatif, ils sont passés au niveau constituant, et ça va devenir des citoyens constituants, c'est-à-dire que ça va devenir des soldats de la démocratie, ça. Et je les vois par milliers, par centaines de milliers, c'est tout à fait inespéré. Et donc, je trouve épatant de parler de ça sur les ronds-points et sur les péages. Et pour essayer de dépasser cet aspect qui est très limité, parce que quand on est sur un péage, un rond-point, on ne voit que quelques personnes, on en voit quelques dizaines, quelques centaines, c'est d'arriver par nos nouveaux médias qui sont inédits dans l'histoire des hommes. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, si on arrive à bien s'en servir pour ça précisément, ça va être un changement dans l'histoire des hommes. Arriver à rencontrer ceux qui sont très au contact des Gilets jaunes comme Maxime, c'est une très bonne occasion, je trouve, de répondre aux questions, parce que les gens débarquent, ils sont constituants débutants, il doit y avoir plein de questions, donc j'ai hâte de connaître les questions de Maxime pour pouvoir expliquer ce qui devrait l'être. Léo, tu commences pour nous expliquer un peu ce que c'est le référendum d'initiative citoyenne, déjà la base. La définition, d'accord. Donc le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, qu'on appelle donc RIC ou RIP, donc ça se déroule en 3 parties. C'est un référendum à l'initiative d'une partie des citoyens qui donne lieu à un référendum où on interroge toute la population, soit sur un projet de loi, soit sur une abrogation de loi, soit potentiellement sur une révocation. Et donc c'est un référendum déclenché par une partie des citoyens. C'est en 3 parties. Donc d'abord, il y a une proposition qui peut être une proposition de loi, une proposition d'abrogation de loi ou une proposition de révocation ou une proposition de modification de la Constitution. Enfin voilà, il y a une proposition de départ. Ensuite, dans un second temps, on récolte des pétitions, un nombre, le seuil pour cette pétition, il est à définir et peut-être qu'on en débattra tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à la fin, c'est la totalité des citoyens qui sont interrogés sur la question de départ qu'eux-mêmes ont mis en place. Si on imagine d'intégrer le référendum d'initiative populaire ou citoyenne dans notre Constitution, c'est bien qu'on va modifier notre Constitution, et donc il ne faut pas qu'on se sente limité par ce texte qui, pratiquement sur tous ces articles, est une anti-constitution. Je vous conseille d'acheter ce petit bouquin-là, c'est chez Dalloz, c'est la Constitution française, enfin la soi-disant Constitution française. Pour moi, c'est une anti-constitution, parce que normalement, une constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir, alors que là, c'est une prison pour nous. Ce texte-là est une prison. Et vous devriez, c'est tout petit, ça vaut 4 €, enfin on s'en fout, que c'est vraiment, vous ne devriez pas faire l'économie de ça. Si vous voulez grandir, c'est un peu une provocation, mais si vous voulez devenir un adulte politique, vous avez intérêt à prendre ce texte-là parce que il va vous hérisser les cheveux si vous en reste. Vous allez voir, nous sommes absents de partout. Si nous n'avons pas de pouvoir, s'il est hérissé, c'est qui nous? Nous, c'est tout le monde. C'est la population. Nous n'avons aucun pouvoir, et ça n'est pas écrit tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un article dans lequel il y a écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». Ils n'ont pas été assez bêtes pour faire ça, parce que ça aurait fait une émeute tout de suite. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, comme c'est eux qui ont écrit le texte et qui voulaient le pouvoir pour eux, qui ne voulaient pas qu'on y soit, et c'est comme ça depuis 200 ans, depuis 1789, dans celle-là, mais c'est pareil dans la précédente, eh ben, ils nous ont mis nulle part. Donc, ce qui est compliqué à voir, mais en fait, si vous travaillez, vous allez voir, ça se voit très clairement, c'est que ce qui fait notre impuissance politique, ce qui fait que vous êtes si mal, nous sommes si maltraités, enfin moi je ne me sens pas maltraité, je suis prof, je suis un privilégié par rapport aux gens que je rencontre là sur les péages et ronds-points, mais ce qui fait qu'ils sont si maltraités, c'est parce qu'ils sont impuissants, ils n'ont pas la puissance politique de résister à ceux qui les maltraitent. Et d'où vient cette impuissance? Eh bien, du fait qu'ils ne soient nulle part. Voilà, notre puissance n'est instituée nulle part. Mais si nous l'écrivions, nous l'instituerions. Donc c'est vraiment à nous. Donc ce texte-là devrait être un objet de travail, je crois. Alors, pour le critiquer, pour ne pas partir d'une feuille blanche, vous voyez, ne partez pas d'une feuille blanche en disant je vais écrire une constitution. Prenez un FEC, vous prenez une FEC constitution, elles sont toutes fausses sur Terre, et puis vous la modifiez, vous la corrigez. C'est-à-dire que là, quand vous prenez... Tu me tiens le stylo, s'il te plaît ? Dans l'article 3 de la Constitution, qui dit
La souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, ça, c'est bien, ça. Qu'il exerce. Vachement bien, ça. Par ses représentants. Hop. Attends. S'il exerce par ses représentants, c'est qu'il n'exerce pas, quoi. Hein, ça, c'est une arnaque, ce truc-là. Et par la voie je vais barrer par ses représentants. Oui, je suis en train de devenir un adulte, là. C'est-à-dire qu'il exerce par la voie du référendum. Vous avez vu ce que j'ai fait, là? C'est pas compliqué. Il faut juste... Ça, ils n'ont pas envie que vous le fassiez. Nos maîtres n'ont pas envie que vous fassiez ça. Mais quand vous êtes en train de barrer, là, vous êtes en train de réfléchir à la Constitution. Et donc, dans le RIC, quand vous réfléchissez au RIC, vous pouvez prendre une feuille de papier et écrire vous-même les règles du RIC. Vous ne les trouverez pas là-dedans, vous allez trouver une espèce de fake qui est l'article 11, qui est... C'est risible, il n'y a pas d'initiative citoyenne, il y a une initiative parlementaire. Donc, c'est soit le prince, soit le président, soit les parlementaires qui peuvent déclencher le référendum dans notre anticonstitution. Bon, vous pouvez le lire, vous allez voir, c'est humiliant, c'est dégradant, ils se moquent de nous. Et puis vous pouvez aller voir sur Internet, vous trouverez la constitution suisse ou la constitution du Venezuela. Et puis vous allez voir comment c'est écrit, prenez la constitution italienne, vous allez voir, c'est pas très long. Et puis vous les recopiez. Et puis comme il y a des garde-fous, vous pouvez supprimer les garde-fous. Parce que, par exemple, chez les Italiens, ils n'ont pas le droit de voter contre sur les impôts. Voilà, ils ont le droit de faire des référendums d'initiative populaire ou citoyenne, mais pas pour modifier les impôts. Tu déconnes, c'est justement là-dessus qu'on voulait, nous, avoir l'initiative. Non, mais justement, quand vous êtes constituant, vous écrivez le référendum, vous reprenez l'article qui dit il y a des référendums d'initiative populaire à l'initiative de X personnes. Et puis le deuxième alinéa qui dit mais par contre, on ne peut pas le faire sur les affaires fiscales, vous le barrez. Vous le barrez, vous êtes constituant, vous êtes le souverain. C'est vous l'employeur. Quand vous devenez constituant, vous devenez l'employeur. Et à mon avis, c'est ça qui manque aux Gilets jaunes, et c'est ça qu'ils sont en train de découvrir quand ils sont en train de réfléchir au RIC, c'est qu'il ne tient qu'à nous, comme disait la Boétie, hein, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. Il ne tient qu'à nous de nous occuper de la Constitution, à commencer par le RIC, parce que c'est vraiment pas compliqué, et on va se transformer. Yvan. Alors, on te laisse la parole. C'est-à-dire que, comme à mon avis, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre avec le référendum d'initiative citoyenne, ils vont, à mon avis, préférer mourir que nous le donner. Les Suisses l'ont, mais c'est pas parce qu'ils l'ont conquis comme nous le conquérerions aujourd'hui. Eux, ils avaient la démocratie directe, ils votaient leurs lois canton par canton. Hein. Et les voleurs de pouvoir, pour mettre en place le gouvernement représentatif qui est le nôtre, ils ont donné en échange le RIC aux Suisses. Ils leur ont donné comme compensation, bon ok, vous voterez plus vos lois, mais si vous n'êtes pas content, vous pourrez déclencher vous-même des initiatives. Et donc, si vous voulez, pour les Suisses, le RIC, c'est une régression. Ils sont passés de la démocratie directe, où ils votaient leurs lois, à un régime représentatif dans lequel ils ont une sécurité sur les gros... Mais sur les gros sujets, ils arrivent à se défendre. Par exemple, en 2010, vous vous souvenez, nos parlementaires nous ont trahis littéralement une fois de plus. Enfin, le nombre de lois scélérates est long comme un jour sans pain. Mais bon, en 2010, les parlementaires nous ont dégradé les retraites. Ils nous ont mis la retraite à 62 ans au lieu de 60 ans. Et on n'a rien pu faire, évidemment, puisque nous sommes absolument sans aucune puissance. Et en Suisse, la même année, 2010, les parlementaires aussi, les voleurs de pouvoir, ont fait la même chose. Ce n'était pas exactement les mêmes dégradations, mais ils ont dégradé les retraites des Suisses. Et dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, les Suisses s'en sont débarrassés par référendum d'initiative populaire. Ils ont abrogé cette loi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les Suisses ne l'ont pas obtenu en quémandant auprès des élus. Ils avaient la démocratie directe, et ils ont perdu la démocratie directe, ils ont obtenu la RIC. Nous, si on n'est pas dans cette situation de force, on est des enfants complètement infantilisés, et tout ce qu'on demande, ils nous le refusent. Je veux dire, eux, ils sont comme dans un donjon, ils sont dans un bastion, et ils protègent leur pouvoir. Or, le RIC, c'est comme si on défonçait le pont-levis. C'est comme si on passait le pont-levis, on défonçait la LR. On ne va pas dire que c'est comme si on rentrait dans l'Élysée. Comme si on rentrait voilà, dans leur château. Là. Et alors... à mon avis, si on a une chance de le faire, c'est uniquement si on se concentre là-dessus, avec le texte qui est prêt, et on ne veut pas qu'ils écrivent eux le texte, on l'a écrit, on veut juste qu'ils l'écrivent, qu'ils le transcrivent dans la Constitution, mais il faut qu'on soit concentré. Le problème, c'est que pour l'instant, mais c'est normal parce que c'est le début, mais on n'est absolument pas concentré. Quand on a une liste merveilleuse, mais complètement dispersée, de toutes les revendications importantes auxquelles on tient, notre puissance, là,
toutes ces centaines de milliers de personnes qui sont sur les ronds-points, les péages, qui ont une puissance inouïe, hein, elle se disperse sur tous ces points. Alors que si on la concentre sur un truc, et qu'on a bien choisi, parce que c'est le truc décisif, quoi, c'est l'institution qui va tout changer, c'est une bonne cause commune, si on met tous la pression là-dessus, surtout que ça touche tout le là on monde. peut peut-être obtenir quelque chose. Et juste avant de te donner la parole, Yvan, oui, ce que tu dis, c'est que nous on a écrit le texte et on leur donne, on l'a pas encore écrit, le texte. C'est-à-dire que c'est vous, sur les ronds-points, ou chez vous, dans des endroits plus chauds que les ronds-points, devez réfléchir aux modalités. Parce que depuis avant, on dit, oui, c'est un petit groupe de personnes qui lancent le référendum, etc. On n'a pas défini de seuil. C'est-à-dire que c'est vous qui devez débattre, réfléchir à, en Suisse, c'est 100 000, en Italie, c'est 500 000, donc en France, combien on mettrait écrire, voilà. Mais c'est à vous d'écrire et de réfléchir. Nous, on va vous donner des pistes, parce qu'on y a déjà réfléchi pendant des années, moins que d'autres, mais c'est à vous aussi de réfléchir aux modalités de ce référendum d'initiative citoyenne. Au niveau de l'organisation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir après. Parce qu'on voit bien que sans organisation, il y a tellement d'idées, tellement de revendications, tellement de points de vue différents, que c'est très compliqué. Mais vraiment très compliqué. Alors je dis, c'est pas du tout pour dire qu'il y a des mauvaises idées et des bonnes idées, hein. Simplement pour dire que tout le monde doit être entendu. Si on fait ça dès le départ, en disant on modifie cet article 3, il y a d'autres articles qui seront modifiés en conséquence comme l'article 11, et déjà on récupère la gestion de notre pays. Et ensuite, on peut très bien faire comme c'est en Suisse, se dire, bon, on va faire des assemblées générales une fois tous les 3 mois dans votre ville. Il y a une salle qui est allouée avec une assemblée générale où tout le monde donne ses doléances. Possibilité d'être retransmis en direct pour que les personnes qui ne puissent pas y aller puissent revoir la rediffusion avec un délai pour donner son avis de 48, 72 heures, etc. Et ça dans toutes les villes. Ensuite remonter, ce qui pourrait donner lieu à des référendums une fois tous les trimestres, par exemple, où on vous dirait, alors les 11 vaccins pour vos enfants, pour ou contre? Non mais voilà, comme ça vous pourriez donner votre avis, et ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe et qui implique l'argent, la santé, etc. Comme par exemple pour les retraités, on n'y touche pas, ça aurait pu être un référendum, ça par exemple. Le référendum, ça paraît gros. En France, quand on dit référendum, c'est oulala, la population entière se bouge de chez eux, etc. Alors que si c'est quelque chose qui devient logique, au final, on se sent concerné et écouté surtout. Parce que du coup, on ne se sent pas simplement entendu, on ne met pas une urne, on vote pour quelqu'un et puis 5 ans après, on pleure pendant 5 ans en disant putain, mais qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Alors qu'au final, c'est lui, c'est un autre, c'est pareil. On pleure depuis 30 ou 40 ans pour certains. Et alors, pour reprendre sur le point de la représentation, un truc qu'on pense quand on parle du RIC, c'est que tous les sujets, ce serait le RIC. Mais en fait, gérer un pays entier que via 3 à 4 référendums tous les 4 mois, ou même si on en faisait tous les mois 4, on n'arriverait pas à tout gérer. Donc la question des représentants se pose toujours. On n'abolit pas totalement les représentants. Par contre, ils sont beaucoup plus contrôlés par le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Macron, un Mélenchon, ce que vous voulez, mais en fait, il aurait tellement peur, ce représentant, d'être évoqué via le référendum ou que les lois qu'il fasse passer, il y a un référendum ensuite qui l'annule, etc., il serait beaucoup plus contrôlé. Et donc, on serait non plus sur des mandats impératifs, où vous savez, c'est en gros, beaucoup de gens parlent du mandat impératif, un député qui aurait un programme très clair, les gens l'élisent et il fait son programme très clair. Sauf que ça, dans la réalité, c'est très compliqué, sinon il est puni. Ça, c'est très compliqué. Mais là, sans le mandat impératif, il a beaucoup plus de liberté. Mais dès que il fait un truc qui est contre le peuple, soit on le révoque, soit on supprime la loi qu'il vient de faire. Et ça pourrait se passer comme la relation d'un patron à un salarié. Le salarié, quand il fait une connerie, il a un avertissement, 2 avertissements, une convocation. Voilà. Ça pourrait très bien se passer comme ça. À partir du moment où il y a un représentant d'État qui ne fait pas ce pourquoi il a été élu, il pourrait y avoir une sorte d'avertissement, dire attention, parce que là, ça ne va pas dans le bon sens. Je te le dis comme ça. Et après, il peut y avoir une révocation, par exemple. Étienne, tu veux réagir à ça? C'est marrant comme c'est pareil avec tous les humains. Dès qu'on réfléchit au niveau constituant, on devient l'employeur et nos maîtres sont aussitôt ravalés à notre niveau. Ils deviennent nos égaux et on y pense tout de suite en termes de pair à pair. Et c'est bien. Oui, c'est vraiment magique. Hein. C'est vraiment, il faut quitter l'aspect législatif, il faut quitter le niveau législatif où on n'arrête pas de se disputer.
sur le nucléaire, sur je sais quel autre sujet de société qui sont nos sujets habituels. Et là, on n'arrête pas de se disputer, on n'arrive pas à tomber d'accord. Vous montez d'un cran, vous passez au niveau constituant, et c'est incroyable qu'on ait beaucoup, beaucoup plus d'accord. Il reste des sujets de dispute, mais très peu, beaucoup moins, et on est beaucoup plus d'accord quand il s'agit d'instituer notre puissance. Je voulais souligner sur le fait, un avantage important qui aurait pour les Gilets jaunes et pour tous ceux qui ne sont pas encore Gilets jaunes, pour tous les humains qui cherchent à établir durablement leur puissance politique, la force que ça aurait d'avoir une seule revendication, peut-être deux pour qu'il n'y ait pas, parce que ça ne va pas marcher tout de suite, il va falloir quelques mois, le temps que ça améliore la situation des gens. Et on en parlait tout à l'heure, ouais. Ce serait bien qu'il y ait quand même une mesure qui permette d'améliorer la condition des gens tout de suite. C'est-à-dire que s'il y avait deux, mais pas 40, quoi, hein, pas 40 revendications, mais 2 revendications, par exemple un SMIC, mais SMIC 1300, ils sont beaucoup trop gentils, parce que c'est pas assez, quoi, hein. C'est un SMIC qui ferait au moins à 1500, un SMIC à 1500, SMIC retraite à 1500, enfin revenu minimum 1500, plus le RIC. L'avantage du fait qu'il n'y ait que le RIC, vous voyez, qu'il soit tout seul ou qu'il soit pas... L'avantage, c'est que, d'abord, le RIC, c'est facile à défendre. Même un débutant qui vient de découvrir le RIC, il peut déjà, sur son rond-point, devenir militant, parce que c'est pas compliqué. Il y a, la démocratie, c'est le démos qui a du kratos. Donc c'est le démos, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Et le RIC, c'est la modalité pratique par laquelle il exerce le pouvoir. Donc c'est l'outil démocratique par excellence. Donc c'est assez facile à décrire. Donc chaque gilet jaune pourrait devenir, chaque citoyen en train de s'émanciper pourrait devenir comme un propagandiste, lui-même son porte-parole. On a moins besoin de porte-parole parce que l'idée est simple à défendre. Et d'autre part, du point de vue des adversaires qui sont en train de nous dénier ce droit, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'argumenter, parce que autant ils peuvent argumenter sur le SMIC en vous disant « mais mon vieux, vous êtes un démagogue, vous êtes un populiste, le SMIC à 1300, vous allez nous couler les entreprises, vous allez nous réduire l'économie à néant, vous allez affaiblir la France ». Ils nous disent ça depuis 200 ans. Au 19e siècle déjà, quand les socialistes, on ne les appelait pas communistes à l'époque, les socialistes réclamaient la semaine de 12 heures. De 12 heures, parce qu'on travaillait beaucoup plus que 12 heures. Ils réclamaient la semaine de 12 heures. La journée de 12 heures. La journée de 12 heures, pardon, évidemment, oui, pardon. On réclamait la journée de 12 heures et les patrons disaient « mais vous n'y pensez pas, vous allez ruiner l'économie, vous allez tuer les entreprises ». Bon, bref. Ils peuvent facilement argumenter sur des arguments économiques sur toutes ces mesures. Et par contre, c'est beaucoup plus difficile pour un professionnel de la politique, pour un voleur de pouvoir, comme je les appelle avec Yvan. On dit des ennemis du peuple aussi. Enfin, bon, bref, c'est beaucoup plus difficile pour eux de défendre, de lutter contre le référendum d'initiative populaire. Parce que dans cette négociation, ça va se voir qu'ils sont antidémocrates, qu'ils sont démophobes, que ce sont des ennemis du peuple. Ça va se voir. Alors que si c'est perdu au milieu, ils vont argumenter sur le reste et on ne va pas voir que c'est des ennemis du peuple parce qu'ils ne parlent pas du référendum. Ils ne vont même pas avoir à argumenter. Alors que si vous mettez le référendum en unique ou en doublon avec quelque chose de très important sur le plan financier pour que les gens aient de quoi vivre tout de suite pour régler les problèmes qui les ont mis là, et en même temps le RIC, vous allez voir... on va faire la démonstration beaucoup plus facilement qu'on a affaire à des représentants qui sont des maîtres et pas des représentants qui sont des serviteurs. On y reviendra. Parce que les Gilets jaunes vont avoir un problème de représentation qui est le même problème que nous allons avoir nous quand on va instituer la société tout entière. Mais parmi eux, les Gilets jaunes ont un problème de représentation. Ils ont besoin de représentants parce qu'ils sont nombreux. Ils commencent à être des centaines de mille, donc il faut vraiment qu'il y ait des représentants. Et en même temps, on est toujours trahi par les représentants. Même s'ils sont gentils, de bonne volonté, trahis, ça ne veut pas dire corrompus, ça ne veut pas dire qu'ils ont été payés. Et ça peut être qu'ils ont été influencés, ça peut être qu'on leur a menti, ça peut être qu'on les a intimidés, qu'on leur a fait peur. Donc, à partir du moment où on a des représentants, c'est un point de faiblesse qui fait que le truc peut nous échapper. Donc, c'est contradictoire, on a besoin de représentants et ils vont nous trahir. En tout cas, il y a un risque qui nous trahisse, un risque fort qui nous trahisse. Et donc, l'idée, c'est qu'il existe des institutions, donc des règles, une organisation qui permet aux gens qui ont besoin d'être représentés de bien désigner leurs représentants, et ça se discute.
il faudrait que sur les ronds-points, on discute comment on va désigner nos représentants, et puis qu'on contrôle, et il faut qu'on discute comment on le contrôle. Par exemple, il faut que, à chaque fois qu'il y a une négociation, ce soit filmé en live et on puisse voir comment ils nous représentent. Et comme ça nous donne le moyen de, quand on trouve qu'ils nous représentent mal, ça nous donne le moyen de le révoquer parce qu'on estime qu'il nous a mal représentés. Et donc, ces règles de la représentation, il faut y penser avant d'être représenté. Or, le problème, c'est qu'entraîné par le mouvement, vous avez été conduit, et c'est normal, on va avoir la même chose, on va avoir le même problème dans notre société, au niveau global. Une des premières choses que nous allons avoir à faire, nous autres humains qui voulons vivre ensemble et qui avons besoin de représentants, c'est de déterminer les procédures de nous-mêmes, de déterminer nous-mêmes les procédures de la représentation. Et il ne faut pas que ce soit des représentants qui déterminent ça. Il faut que ce soit chacun d'entre nous qui pense la représentation. Désignation, contrôle, révocation. Il faut qu'on y pense avant et ensuite désigner les représentants. Et ça, c'est quelque chose que les Gilets jaunes devraient faire. Et ce faisant, d'ailleurs, ils sont en train d'être constituants parce qu'ils sont en train de se préparer à quelque chose qu'il faudra faire au niveau de la société. Vous allez voir dans les ateliers constituants, on a 5 pouvoirs, hein, le pouvoir législatif, bien sûr, exécutif, judiciaire, et bien sûr, aujourd'hui, on pense au pouvoir médiatique et au pouvoir bancaire, le pouvoir monétaire, que Montesquieu ne pouvait pas imaginer, mais qu'il faudrait que nous imaginions. Et chacun de ces 5 pouvoirs doit être contrôlé pour nous protéger. Et pour les contrôler, à chaque fois, c'est les chambres de contrôle tirées au sort. Hein. Et c'est vraiment, ça marche à tous les coups. Vous désignez une chambre ad hoc, pouvoir par pouvoir, et vous avez un contrôle qui sera de bien meilleure qualité que quand on juge les juges par les juges, les policiers par les policiers, etc. Il faut vraiment les chambres de contrôle. Mais ça, c'est à nous de l'instituer. Donc c'est à nous. C'est ça qui est central dans l'idée des ateliers constituants, c'est que si on veut une constitution digne de ce nom, si on veut se protéger des abus de pouvoir, y compris, et si on veut un vrai RIC digne de ce nom, il faut qu'on l'institue nous-mêmes. Alors, je veux bien accepter l'idée que si on est 10 millions dans la rue, concentrés sur le RIC, que nous avons écrit nous, et qu'il faut juste retranscrire dans la Constitution parce qu'on l'impose, parce qu'on est des millions, je veux bien croire qu'on y arrivera, mais à mon avis, ils refuseront. Et il faudra qu'on les foute dehors. Il faudra qu'on les foute dehors à coups de pompe dans le derrière et puis voilà. qu'on l'écrive. Mais il faut d'abord qu'on se focalise. Si vous voulez, il ne faut pas faire ça trop tôt. C'est pas aujourd'hui qu'il faut aller mettre le pouvoir dehors. Il faut d'abord qu'on ait mis au point notre projet. Mais pas le projet. Il faut qu'on se soit habitué à y penser nous. C'est rond-point par rond-point, péage par péage. Il faut que les gens se transforment. Parce que la Constitution, une très bonne Constitution, s'il n'y a pas des soldats démocratiques derrière pour la faire appliquer, ça ne marchera pas. Ce qui est fabuleux avec ces gilets jaunes qui se soulèvent, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils s'occupent de leurs affaires. Ils sont en train de monter en puissance sur la conscience et l'exigence. Ça, c'est épatant, quoi. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Mais là, ce que tu dis... Avant qu'il y ait l'élection, avant que ne soit instituée l'élection, avant 1789, il n'y avait pas de parti. Les partis ne servent qu'à gagner les élections. C'est parce que la procédure de désignation des représentants, c'est l'élection, que les humains sont conduits à se regrouper pour aider leurs candidats pour gagner les élections. Un parti, ça sert à gagner les élections et ça nous empêche littéralement de fraterniser. C'est-à-dire que les partis nous organisent comme des armées, très discipliné. Et c'est vrai que quand on a une bonne armée très disciplinée, on gagne. Hein. Et celui qui gagne, là, il rafle tout. Le parti qui a gagné, il prend tout. Il va tout décider. Et les autres n'ont plus qu'à pleurer. Mais c'est absolument le contraire de la démocratie. Quand vous faites un parti, vous allez quoi? Décider à la place des autres. On n'a pas besoin de parti pour faire de la politique. Ben justement, c'est simplement parce qu'on a des élections qu'on a besoin de parti. Mais... Quand tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé justement d'élections en fait, mais sans chef, sans représentant en fait, qui permettrait en fait que la voix du peuple soit entendue et pas par quelqu'un qui soit plus tard même corrompu ou qui fasse des copinages pour que certains soient plus privilégiés que d'autres. Ça, il faudrait justement, je pense, que le parti ou qu'on va monter ou autre, voilà, une assemblée citoyenne qui n'ait pas justement de chef ni de représentant, que ce soit la voix du peuple, parce que justement,
La République en marche, c'était quelque chose à la base qui n'était pas finalement très politique. C'était ni de droite ni de gauche, c'était au centre, c'était quelque chose de nouveau. Et du coup, les gens ont été séduits par ça. Aujourd'hui, les représentants, on ne doit pas les mettre au pouvoir parce que justement, il n'y a pas de chef en fait. On ne doit pas avoir de chef. C'est ça en fait, moi je pense que ça coince. Il ne faut pas mettre de chef. Justement, tu as un exemple précis qui existe déjà aujourd'hui qui peut vous donner une base de réflexion. C'est le collectif Ma Voix. Je crois qu'il y en a qui en font partie, j'ai vu sur les Gilets jaunes certains, Ma Voix. Et ben Ma Voix, c'est très intéressant parce qu'ils proposent, bon en fait je vais les laisser expliquer eux-mêmes ce que c'est Ma Voix. Est-ce que par contre dans le live on entend bien les questions des gens? Parce que j'ai reçu des trucs comme quoi on n'entendait pas bien. Non c'est bon, on entend bien? Parlez bien dans le micro et expliquez-nous ce que c'est Ma Voix. Expliquez à tout le monde... Celui qui est Ma Voix, c'est celui d'à côté. Moi je voulais tout simplement dire, pourquoi pas un parti avec une seule chose dans le programme, RIC, terminé. Oui, bah alors justement... Après, comment les modalités de l'écriture de RIC, parce que c'est quand même vachement complexe, hein, il ne faut pas oublier des modalités en toute matière, etc. Parce que moi, ce que je crains, en fait, c'est que nos représentants, entre guillemets, nous disent, bah voilà, on accepte votre fameux référendum, sauf qu'ils acceptent un référendum qui n'en est pas un, qui ne nous donne pas réellement tout le pouvoir. Et donc, il faut vraiment qu'on s'assure que ce qu'ils acceptent, eux, c'est vraiment le référendum citoyenne ou populaire en toute matière, donc vraiment avec les 4 différents axes et aussi les traités, hein, etc. Donc, c'est ça, moi, qui me fait un petit peu peur, hein, c'est qu'ils acceptent quelque chose, que tout le monde se dise « yes, on a le référendum », alors qu'en fait, on ne l'a pas vraiment. Et justement, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Justement, le collectif Ma Voix, ce qu'il propose, c'est de passer par les élections classiques, donc les législatives, mais de ne pas proposer de candidat. Ils proposent d'ailleurs leur affiche, elle est très belle, c'est un miroir, vous vous voyez dedans. Et en fait, vous votez pour Ma Voix, et une fois que Ma Voix arrive au pouvoir, eh bien, ça passe par un site internet qui fonctionne un peu sur le principe du référendum d'initiative citoyenne, enfin, ou du moins l'intelligence collective. Si un député Ma Voix est élu, il n'y a pas de député en fait, et c'est les citoyens qui décident, ou si il y a un député qui est élu, mais c'est les citoyens qui décident de tout ce que le député va faire. Et ça peut être intéressant si vous voulez créer un parti Gilets jaunes, mais qui ne serait pas un parti du coup, c'est de dire... Pareil que Ma Voix, c'est une idée parmi tant d'autres, c'est pas une personne qu'on met en avant, c'est un collectif. Et il y aura une personne forcément, parce que c'est le jeu de la Ve République, il faut une personne, mais cette personne, elle va être super contrôlée, et nous, on va décider sur Internet de ce que cette personne va faire. Un porte-parole sans pouvoir de décision. Voilà, et c'est Ma Voix, et si la personne de Ma Voix veut rajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Oui, juste, non, mais c'était parfait. Simplement, les députés étaient tirés au sort, effectivement. C'est un principe que j'adore, le tirage au sort. Mais il y a plein de vidéos Ma Voix hein, pour vous renseigner, c'est tout documenté. Moi, je voulais juste dire que je souhaiterais vraiment participer à des initiatives comme on a entendu là, d'aller faire le siège des médias. Donc ça, ce serait plutôt à Paris, d'une part, et puis le siège des mairies une fois par semaine, etc. Je m'inscrirais volontiers dans ce genre de démarche qui me semble potentiellement percutante. Moi, ça me plairait beaucoup, ce genre d'action. Il faut se rapprocher de Sylvain Baron, qui travaille beaucoup là-dessus. Et à mon avis, pour obtenir quelque chose des médias, il faudra sûrement préparer à l'avance des textes à lire, ou des vidéos à diffuser, ou des sketchs à jouer. Enfin, il faudra préparer le produit qu'on veut faire passer sur le média avant de se rapprocher du local et de l'imposer par une manifestation X ou Y. Mais on pourrait aussi, enfin, les gilets jaunes, les gens qui veulent faire pression sur le système de domination sans bloquer le système pour que le truc puisse durer et sans que les citoyens soient pénalisés, de la même manière que pour l'instant ils rendent les autoroutes gratuites, ce qui est littéralement un droit pour les citoyens qui ont déjà payé les autoroutes et qui ne devraient plus payer. S'ils payent aujourd'hui, si nous payons aujourd'hui les autoroutes des sommes folles, c'est parce que les traîtres qui nous dirigent ont vendu à vil prix, c'est-à-dire quasiment donné à Vinci, à toute cette clique de gredins, les autoroutes qui nous appartenaient. Et nous sommes conduits aujourd'hui à payer un racket indu. Et ce que font les Gilets jaunes en nous laissant passer, c'est qu'ils rétablissent la justice. Ils pourraient le faire aussi bien pour les parkings et autres lieux de rançonnage de Vinci. Il y a juste Léo qui voulait réagir depuis très longtemps sur un peu tout ça. Je te repasse la parole après. Alors déjà une chose, le parti n'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, je suis personnellement contre les partis. Maintenant, je pense que collectivement,
il est tout à fait possible de créer un parti qui n'en soit pas un. Donc, faites ça. Si la France en a le courage actuellement et la volonté, faites-le, c'est génial. Maintenant, s'il s'agit de devenir constituant, de pouvoir constituer, de pouvoir changer nos institutions, est-ce qu'il s'agit de le faire après les prochaines élections, avec le risque de les perdre? Ce serait un peu dommage. Non, il ne faut rien lâcher. Il faut dire que les blocages cesseront quand on aura le RIC, mais ça ne veut pas dire que le mouvement jaune s'arrête quand on a le RIC. Les Gilets jaunes, ils continuent, les Gilets jaunes, ils s'organisent, les Gilets jaunes, ils font des ateliers constituants. Ce n'est pas la fin du mouvement, c'est la fin des blocages. Et le gouvernement, pour que ça soit vraiment une pression, il faut qu'ils comprennent que les blocages continueront. Et ce n'est pas forcément les blocages des voitures sur les routes, ça peut être les blocages des mairies, les blocages de n'importe quoi, c'est-à-dire se mettre devant les portes et se faire savoir qu'on est là. Il ne faut pas les empêcher de travailler, parce qu'après, il va y avoir des trucs illégaux qui vont être faits, et il y en a qui vont arriver en prison. Non, mais leur faire savoir qu'on est là, c'est-à-dire déplacer les blocages. Et une fois qu'on aura le RIC, alors là, peut-être effectivement que le RIC ne sera pas parfait, qu'il sera difficile à mettre en œuvre et que le parti pourra servir. Donc il ne faut surtout pas abandonner l'idée de mettre en place le pouvoir. Mais par contre, je voulais revenir aussi sur un truc sur les médias. Là aussi, le seul truc, c'est de ne pas lâcher. Parce qu'il ne faut pas croire que les médias n'en parlent pas. Cette semaine, il y a eu 4 journaux de presse écrite Internet qui ont fait des articles. Ça a commencé par Huffington Post qui en a fait 2, puis 20 minutes, puis Marianne, puis Le Monde. Ça fait 5. Ça commence. C'est le début. Le RIC, les gens, ils en entendent parler concrètement depuis 10 jours. En 10 jours, des articles de presse, sachant qu'avec Yvan, ça fait presque 10 ans qu'on essaye d'avoir des articles de presse. Vous l'avez fait en 10 jours. Donc, lâchez rien. Vous tenez le bon bout. Je ne vais pas dire qu'ils vont céder demain matin, mais en tout cas, pour ce qui est des médias, là, ils vont être obligés d'en parler parce qu'on peut cacher le truc. Combien de temps on peut le cacher? Si tous les gilets jaunes, ils ont une pancarte RIC, vous croyez que les médias, ils vont pouvoir dire le RIC, ça n'existe pas? Non. On ne pourra plus cacher une revendication qui est devant toutes les caméras. Donc, il faut que le mouvement s'unisse et que le message devienne clair, infalsifiable. C'est ça. Pour rebondir justement avec ce qui vient d'être dit, je suis entièrement d'accord. Et j'ai également un message pour Maxime, en tant que gilet jaune, hein, depuis le 17, on lâche rien. On voit que d'un village à l'autre, nous on est basé ici, sur cette commune, depuis le 17 on est là, il y a des retraités, il y a de tout, il y a des chefs d'entreprise, donc on est dans la commune de Saint-Clair-du-Rhône. Il y a de tout, il y a des retraités, il y a des chefs d'entreprise, il y a des infirmiers, il y a des pompiers, il y a de tout, vraiment on voit de tout. Nous à Saint-Clair-du-Rhône, j'aimerais quand même faire passer le message en tant que gilet jaune comme un autre, c'est qu'on a mis en place des actions pacifistes. Dès le départ, on a dit de toute façon le peuple, c'est pas lui qu'on veut embêter. C'est pas lui qu'on va chercher à aller embêter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous entende au plus haut et que pour une fois, on ait enfin un pouvoir, si on peut l'appeler comme ça, j'aime pas ce terme, mais qu'on ait une voix, qu'on ait notre place. Une part de gestion. Exactement, qu'on ait notre place dans cette société. Aujourd'hui, on revendique principalement ici à Saint-Clair-du-Rhône le RIC. Voilà, vraiment, il y a une banderole, c'est écrit de partout, on laisse passer les gens, par contre on fait du lobbying citoyen, les gens qui veulent discuter avec nous, on les sensibilise, on leur dit écoutez les gars, maintenant on peut prendre les choses en main, il faut sortir de la rue, etc. On a eu un soutien, on est allé faire du lobbying jusqu'aux commerçants, d'accord, c'est important, ouais, jusqu'aux commerçants locaux, et on leur a dit on vous soutient, vous êtes dans la galère, on est tous dans la galère au final. Peu importe l'emploi, j'entends des fois le mot privilégié, d'accord. Vous avez peut-être un salaire supérieur, mais dans tous les cas, vous payez comme tout le monde. Vous pourriez même profiter plus, etc. Donc pour moi, en fait, ça concerne, là c'est juste mon avis personnel, ça concerne tout le monde. Et je pense qu'en effet, la violence est un piège. Vous en parliez la semaine dernière, la violence et Paris, c'est un piège. Alors après, on est peut-être réprimé ou oppressé à certains endroits parce qu'on bloque, parce que le gouvernement n'est pas d'accord, etc. Mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes,
aujourd'hui, il a du poids pour la simple et bonne raison qu'il y a de la solidarité. Les gens se reparlent, les gens se disent bonjour. Bon, ça fait combien d'années, en fait, qu'on privilégie l'individualisme, qu'on n'aime pas son voisin qui ne va pas bien. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de ça. Je le dis à l'échelle d'un village. Je suis très fier de voir les gens se dire bonjour, peu importe leur métier, leur sociabilité, etc. Donc, je pense qu'il faut, de mon point de vue, et au niveau de nous, de Saint-Clair-du-Rhône, il faut perdurer les blocages, enfin pas blocages, pardon, mais il faut faire perdurer le mouvement en le structurant et en mettant en priorité le RIC. Le RIC, en effet, comme le disait Monsieur Chouard, c'est le seul moyen au peuple de pouvoir avoir ce qu'il souhaite sur tous les plans. Et j'aurais dû dire même RIC en toute matière. Donc franchement, moi je vous remercie. Je vous remercie vraiment en fait pour animer ces débats, pour les gens qui sont ici. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Bravo à tous. Merci. De rien. Oui, donc ma question est quelles sont les modalités générales pour mettre en place toutes ces idées que les gens ont? Est-ce qu'il y aurait une plateforme Internet pour écrire, pour que tout soit réuni dans un même endroit, pour qu'il y ait une synthèse possible? Parce que là, on est tellement répartis sur tout le territoire, ça paraît difficile. Donc il faudrait vraiment que chacun ait une adresse, un endroit où poster ses idées ou mettre en place quelque chose. Bon, je donnais la parole à Étienne et après je pourrais parler un peu plus des exemples, comment ça se passe en Suisse par exemple, ou tout ça. Étienne, tu veux réagir? Il y a un jeune homme qui a programmé l'année dernière pour nous un site exprès pour ça qui s'appelle j'écrislaconstitution.fr. Qui permet de faire des ateliers constituants sans se déplacer, sans aller tous chez quelqu'un, avec ce que ça a de compliqué sur le plan de la logistique, et qui permet de participer à des ateliers même en n'étant pas toujours tous en même temps au même endroit. C'est-à-dire on va voir ce qui se passe sur l'atelier, on réagit, et puis les autres le verront quand ils viendront. Et en fait, ça permet de créer comme des chambres, enfin des ateliers, où on est maximum 8, mais il n'y a pas de maximum de spectateurs. Les spectateurs ont un chat à côté qui permet d'intervenir pour que ceux qui sont en train de faire l'atelier puissent lire ce qui s'est dit. Et on peut accéder à ce qui a été écrit par la date, par le sujet, par les votes, parce que vous pouvez voter sur ce que vous lisez, vous pouvez aller voir. C'est absolument formidable ce que ce jeune homme a fait. Il était au RSA, il y a bossé pendant presque un an, c'est un programmeur, et donc c'est un outil magnifique pour nous aider à travailler ensemble sur ces sujets-là, à distance. Et donc, je vous conseille d'aller voir ça. Ça s'appelle j'écrislaconstitution.fr. Donc, sans accent, sans apostrophe, sans espace. Hein. J'écrislaconstitution.fr. C'est un outil que nous devrions nous approprier et utiliser tout le temps. Et il s'appelle Tristan. Et il pourrait très bien, bien sûr, si nous avions des idées d'amélioration, il faudrait un nouveau filtre, une nouvelle statistique, recevoir des mails demander à recevoir des mails quand il y a une modification, par exemple. Ça existe déjà. Hein, mais si on a des idées de fonctionnalité, Tristan pourrait nous les programmer. Ça existe, ça, et c'est un outil formidable. Oui. Et après, d'un point de vue logistique, quand on voit par exemple en Suisse comment ça se passe, je parle beaucoup de la Suisse parce que c'est un exemple proche et parce qu'on a fait un reportage dessus il n'y a pas longtemps. En Suisse, au final, quand tu arrives à réunir 100 000 signatures, tu as ton référendum d'initiative populaire, tu peux le lancer. Et quand tu le lances, il y a une plateforme qui est gérée par l'État suisse, en fait, où dessus, tu as tous les référendums qui vont être proposés, avec l'explication, le pour, le contre, des vidéos, etc. Donc une plateforme qui réunirait toutes les demandes, c'est logistiquement très faisable. Par contre, il faut définir avant le seuil pour accéder à cette plateforme. Parce que si on peut très bien avoir des plateformes dans un premier temps citoyennes où chacun propose ses trucs, essaye de récolter des signatures, etc. De ces plateformes, on arrive vers la plateforme légale, officielle, on va dire, de l'État, où dessus, il y a ceux qui ont eu plus de 100 000 voix ou 500 000, on s'en fout. Voilà, le gouvernement, en Suisse, d'ailleurs, il fait des contre-propositions. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, en fait, logistiquement, on ne se pose même plus la question, c'est possible. On peut faire plein de plateformes.
Alors, j'aimerais lancer une idée peut-être, puisqu'il y a eu un appel aux informaticiens, aux codeurs, enfin tout cet univers. Et pourquoi pas lancer nous-mêmes un référendum sans demander l'autorisation de nos représentants? Pourquoi pas lancer une plateforme avec un référendum? La Poste avait fait ça, tu te souviens, pour défendre les services publics, il y a quelques années, la Poste, puisqu'il y avait des bureaux de poste partout dans le pays, ils avaient organisé un référendum, pas du tout légal, c'était les fonctionnaires, mais en dehors de leurs fonctions, qui avaient fait ça. Ils avaient organisé un référendum sur les services publics, tu te souviens? Imaginons tous les gilets jaunes qu'on se mette dans nos communes à organiser un RIC, tout simplement. On questionne la population, tous ceux qui veulent se déplacer. Et on pourra également se compter comme ça. Bloquer le pays pour les gilets jaunes, c'est pas la revendication pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que tu l'as enlevé. Moi, Yvan. personnellement, je soutiens les gilets jaunes, mais à condition qu'ils obtiennent satisfaction en prouvant par des manifestations dans leur village, qui sont des millions, à demander à ne pas être réduits au silence entre deux scrutins. Mais je suis absolument contre qu'ils bloquent le pays, causent donc des dommages à des commerçants, à des entreprises, à des particuliers, enfin à tout le monde. Je suis 100% contre. Manifestation sans causer de préjudice à personne. Et si on est des millions, comme disait Étienne à un moment de sa vie, on l'obtiendra. Bon, ça se réglera après la conférence. Par contre, il y a un moyen très pacifiste de ne pas bloquer et de ne pas porter préjudice, c'est le boycott. Voilà, bon, c'est vrai, ça fait un beau mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence.